Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Voici venue l'heure du journal, la grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Edith Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qui ne trouvera jamais de solution définitive aussi longtemps que le gouvernement congolais poursuivra son alliance avec le groupe terroriste des FDLR. C'est en tout cas l'observation des analystes politiques qu'on va suivre dans cette édition. Et puis la Chambre, plutôt le ministère en charge de la gestion des urgences indique avoir déplacé des zones à risque environ 5000 personnes un peu partout sur le territoire national. Et enfin, la Chambre des députés a voté ce jeudi la loi sur le renforcement des capacités des forces rwandaises de défense et la loi portant modification de celle portant mise en place du marché des forces de l'ordre et de défense du pays. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne trouvera jamais de solution définitive aussi longtemps que le gouvernement de la République démocratique du Congo va poursuivre sa collaboration avec le groupe terroriste des FDLR. C'est en tout cas l'avis de plusieurs observateurs et analystes politiques au niveau de la région que l'on va suivre dans cet élément qui nous a été préparé par Kassim Youssouf. Le président français Emmanuel Macron admet que combattre le groupe terroriste des FDLR, caractérisé par l'idéologie du génocide, et son discours parmi les éléments qui favoriseront le rétablissement et la consolidation de la paix à l'est du Congo. Le président français estime que les groupes armés opérant à l'est du Congo sont la raison d'être de l'insécurité, contrairement aux allégations du gouvernement du Congo selon lesquelles seul le M23 est responsable de cette situation. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Tite Gatabazi, l'un des observateurs avisés de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, indique que si ce pays accuse le Rwanda de violer sa souveraineté et récuse toute négociation avec le M23 est une manière fallacieuse de ne pas accomplir ses responsabilités. Gaston Minari Jean-Baptiste, également juriste et spécialiste de l'analyse de la situation qui prévaut à l'est du Congo, est convaincu que seule la voie des pourparlers est susceptible d'apporter une solution durable aux problèmes sempiternels observés dans cette région. Ils ont choisi les FDLR comme leurs alliés et c'est ce qui fait qu'effectivement la paix ne revient pas. Parce que les FDLR, pour nous, on ne dit pas que c'est une épine dans le pied à l'est du Congo, mais c'est un acteur majeur. C'est la cause même de l'insécurité à l'est du Congo depuis bientôt 30 ans. Le FDLR constitue une menace d'abord pour la sécurité de la région, parce que leur objectif, c'est de renverser les institutions établies au Rwanda. Déjà, c'est une menace suffisante. Et puis, ils continuent avec leur idéologie génocidaire à l'est du Congo parce que c'est eux qui veulent exterminer la population Tutsi à l'est de la RDC. Donc ça, c'est aussi une autre menace.
Et puis, lorsqu'il y a des groupes qui revendiquent le droit à la vie, comme le M23, et d'autres groupes qui sont au sud Kivu, qui ont des revendications similaires comme le Twirwaneho, par exemple, au sud Kivu, dans le haut plateau et moyen plateau d'Uvira. Moi, je pense que c'est suffisant comme menace, parce que lorsque un groupe s'assigne comme mission d'exterminer tout un peuple dans deux pays différents, si on ne mesure pas ça comme une menace, je ne sais pas si le mot menace aurait son sens. 30 années se sont écoulées depuis que certains de ceux qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda ont foulé le sol de la RDC. Depuis lors, ils ont poursuivi la propagation de l'idéologie du génocide et des actes criminels contre les Tutsis congolais se sont intensifiés tout en cherchant à déstabiliser la sécurité du Rwanda, qui souligne que ce problème ne trouvera jamais de solution si on le traite seulement superficiellement sans l'attaquer par ses racines. Parlons à présent de intempéries avec le ministère en charge de gestion des urgences qui indique avoir déplacé des zones à risque, environ 5000 personnes un peu partout sur le territoire national. Ce ministère exhorte cependant la population à prendre les devants pour ce qui est de la protection contre les catastrophes en cette période de fortes précipitations. Des catastrophes comprenant le glissement de terrain et la foudre ont entraîné très récemment la mort de 17 personnes dans le pays. Écoutons ici le général-major à la retraite, Albert Mourassira, ministre en charge de la gestion des urgences. Depuis le mois de mars, on est en période de pluie. Le Météo Rwanda nous a annoncé la pluie qui va être intensifiée de façon inhabituelle, là où on a essayé de répertorier, là où on peut trouver des failles sur la vie des gens, surtout les côtés ouest du pays, nord et ouest et sud, où il y a la géographie qui est un peu escarpée. Ce qu'on fait maintenant comme ministère de gestion des situations d'urgence, on essaie de prévenir la population, on essaie de donner des messages comment ils peuvent s'en tenir, surtout se déplacer, essayer d'éviter les endroits où il peut y avoir des catastrophes, essayer d'éviter de traverser des rivières qui peuvent emporter leur vie, et on essaie aussi de leur donner des messages pour éviter les foudres et essayer de rénover leurs maisons, puisqu'on a eu aussi des accidents, des maisons qui étaient mal réhabilitées, qui se sont effondrées et même emporté la vie des gens. Pour le moment, nous sommes prêts. On a envoyé des équipes qui peuvent intervenir à tout moment. Le général-major à la retraite Albert Mourassira, ministre en charge de la gestion des urgences. Et puis, au même sujet, et à titre de rappel, au mois de mars et avril de cette année, 49 personnes ont perdu la vie suite aux catastrophes dans différentes parties du pays, et 79 personnes ont été blessées à cause des fortes pluies. 18 maisons ont été détruites et 390 autres ont été sérieusement endommagées. En même temps, 88 hectares de culture ont été détériorés, 16 salles de classe et 12 ponts ont été détruits,
et 30 routes et autres infrastructures essentielles ont également subi des dommages, et également le bétail n'a pas été du reste, parce que le bétail aussi a été en tout cas décimé à cause de ces fortes précipitations au cours du mois de mars et le mois d'avril qui viennent de se terminer. Changeons de chapitre à présent pour parler de mines, avec des investisseurs dans le domaine des mines qui se félicitent de la modernisation de ce secteur au Rwanda, ce qui a permis d'augmenter le rendement et surtout à diminuer les risques qu'encouraient ceux-là qui travaillaient dans ce domaine de mines, comme nous le relate ici notre confrère Jean Damascène Manchim. L'exploitation minière au Rwanda a vu le jour sous la colonisation vers les années 1930. À cette époque, elle portait essentiellement sur l'étain et sur peu d'autres minerais. Au départ, l'extraction minière se faisait de façon rudimentaire, ce qui ne rapportait pas beaucoup au pays. Et 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, le pays se félicite des efforts consentis pour la modernisation de ce secteur, ce qui a conduit à la découverte de nouveaux types de minerais, comme l'indique le président de l'association des miniers au Rwanda. Nous parlons maintenant de lithium. C'est un nouveau produit qui est recherché sur le marché, surtout dans l'industrie automobile, où ce produit est retrouvé au Rwanda. Et c'est vraiment une bonne chose parce que ça va faire encore un autre produit de plus le 3T et l'or. Maintenant, nous avons le lithium qui est vraiment très sollicité sur le marché international. Et la quantité n'est pas encore connue, mais avec la petite prospection qui a été faite, on a trouvé qu'il y a assez de réserves qui pourront être même capables, qui va nous permettre même de songer à faire une usine de raffinage de ces produits au lieu de l'exporter en produit, en matière première. Ouais. La région des Grands Lacs est réputée pour sa richesse en ressources naturelles dont les minerais variés. Cependant, les spécialistes de ce domaine déplorent un manque de collaboration entre les États de la région pour développer davantage le secteur minier. La circulation des minerais, si elle respecte les règles sur lesquelles nous tablons, cette circulation va renforcer les partenariats. Donc, en travaillant au niveau du comité d'audit, nous travaillons pour le renforcement des partenariats, des relations entre les États. Aussi longtemps que les États de la région n'auront pas de bons partenariats, aussi longtemps que les États de la région n'auront pas de bonnes relations, la paix, la stabilité vont rester des rêves. Donc, le comité d'audit, en travaillant sur les outils, sur la méthodologie, en travaillant sur les rapports préliminaires des audits tierces parties au Sud Kivu, est en train de renforcer les partenariats. Le partenariat se renforce en respectant les règles du jeu. Depuis des décennies, l'Afrique centrale vit des conflits qui ont un impact négatif sur le développement du secteur minier en particulier. Pour changer la donne, estiment les spécialistes, les pays de la sous-région doivent tout faire pour garantir la paix afin de voir les pays respectifs profiter de leurs richesses naturelles, des minerais en particulier. Il faut dire que la sécurité, c'est un ingrédient important pour toute gouvernance. Et aujourd'hui, je peux affirmer sans être contredit, que la région ne va pas bien. Comme la région ne va pas bien, il est important que nous puissions tous travailler pour que la sécurité soit restaurée dans toute la région. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de sécurité dans une partie de la région, les minéraux qui vont circuler seront des minéraux qui seront suspects. Ce seront des minéraux qui ne seront pas crédibles. Ce seront des minéraux qui n'auront pas de bonnes cotations. D'où, aussi longtemps qu'il y aura insécurité, il n'y aura pas une bonne cotation, il n'y aura pas de bonnes considérations, même à l'international, des minéraux qui vont sortir de la région. Donc voilà pourquoi nous devons tous travailler aujourd'hui pour que la sécurité soit de mise. Donc cette sécurité, une fois qu'elle n'est pas de mise, on va tourner en rond et le travail que nous faisons risque d'être questionné à tout moment. Donc travaillons pour la sécurité, pour que nos pays, les 12 États de la région des Grands Lacs, puissent aller de l'avant
et puisse obtenir un développement qui soit beaucoup plus propre et durable. Depuis 1994, les efforts inhabituels pour relancer l'industrie minière au Rwanda ont porté des fruits satisfaisants. Ils sont les minerais au premier rang des produits agricoles d'exploitation. Rien qu'en 2023, l'exploitation des minerais a rapporté milliards de dollars américains, alors que le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre 1,5 milliard de dollars américains entre 2017 et 2024. Merci à Jean Damascène Manishimwe pour cet élément. Parlons de la défense du pays, mais sur le plan légal maintenant, avec la Chambre des députés qui a voté ce jeudi la loi sur le renforcement des capacités des forces rwandaises de défense et la loi portant modification et la loi portant modification de celle portant mise en place du supermarché des forces de l'ordre de défense du Rwanda, comme on va le suivre dans cet élément qui nous a été préparé par Kassim Youssouf. La loi sur le renforcement des capacités des forces rwandaises de défense concerne notamment les services sanitaires et des soins au sein de cette institution. Le ministre de la Défense indique que l'objectif est de consolider l'unité de santé et des soins dans l'armée et le doter d'une structure qui descend jusqu'à la base. Il n'y aura pas de problème et vous savez très bien que nous avons des militaires médecins et spécialistes qui officient dans différents hôpitaux, notamment à Kanombe et à l'hôpital Roi Faisal, mais nous voudrions consolider cette unité et lui doter d'une structure qui va jusqu'à la base, tant en période de paix que lorsque c'est nécessaire, quand ils participent à des opérations. Toujours est-il que nous avons des spécialistes et que nous continuons à aller chercher. Et comme vous l'avez constaté, nos médecins et spécialistes n'apportent pas leur soutien aux seuls militaires, mais également à la population en général. La Chambre des députés a également voté la loi portant mise en place du supermarché des forces rwandaises de l'ordre et de défense. La Chambre des députés a ce jeudi clôturé sa session extraordinaire après avoir voté 9 lois et approuvé 7 projets de loi. Parlons énergie à présent avec une nouveauté au Rwanda. 2 usines ont été livrées dans le but de fabriquer des lampadaires pour l'éclairage public utilisant une technologie de pointe qui va donc permettre notamment de réduire le coût à moitié de la consommation énergétique au Rwanda, comme nous le relate ici Nilidandi. Patrick. L'éclairage public est nécessaire à la vie nocturne dans les villes et villages. Il participe à la sécurité des déplacements des véhicules et des personnes en leur permettant de voir, d'être vus et de s'y reconnaître. C'est aussi un service, source d'activité économique. Au Rwanda, plus de 25 000 lampadaires intelligents ont été installés sur plus de 800 km à travers le pays, y compris sur les autoroutes reliant la ville de Kigali et les différentes frontières du Rwanda. La société Salvi Rwanda, située en plein centre de la capitale, dans le quartier dénommé Car Free Zone, zone sans véhicule, s'est spécialisée dans l'assemblage des lampes décoratives. Kaigamba Fadili, gérant de Salvi Rwanda, affirme que des solutions d'éclairage public intelligentes permettent d'économiser de l'énergie allant jusqu'à 60%. Les lampadaires conventionnels brûlent toute la nuit à leur pleine luminosité, alors que les lampadaires intelligents ne le font pas. Il a indiqué que sa spécificité est qu'en cas de présence humaine détectée, les lampadaires intelligents s'allument sans brûler la totalité d'énergie, avec une luminosité prédéfinie, par exemple à 20% de la pleine capacité. Parmi ceux qui utilisent cette source d'énergie, Dusabe Pauline et Gladys Inabeza, qui indiquent avoir trouvé une solution efficace aux défis auxquels ils étaient confrontés.
Nous avons beaucoup bénéficié de la mise en place de cet organisme. De plus, nous travaillons non seulement avec des entreprises rwandaises, mais aussi avec certains pays voisins, membres de la communauté est-africaine, ce qui contribue à l'essor et au développement des villes intelligentes. Lorsque de nouvelles usines sont placées dans le pays, en tant que jeunes, nous obtenons des opportunités d'emploi. C'est ce qui m'est arrivé, ainsi qu'à mes collègues. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai beaucoup en termes de connaissances grâce aux formations que nous recevons avant de commencer à travailler. De son côté, le directeur général de l'entreprise, Salvi Rwanda, Alex Majoro, a indiqué que son activité est basée aussi bien au Rwanda que dans la sous-région, avec des marchés dans différents pays. En 2017, il y avait 663 km de lampadaires, alors que ces éclairages ont été étendus pour atteindre 2227 km. Benjamin Kairanga, spécialisé dans le domaine et ont été formés en France, a également lancé au Rwanda la société One Control Limited, affirmant qu'il s'agit d'une technologie qui permettrait aux ménages de réduire le coût de l'électricité. Recevoir une telle électricité publique à proximité de nos maisons et les lampadaires dotés d'une technologie intelligente va aider à réduire la consommation électrique car cette luminosité est suffisante, comme par exemple les lampadaires à 100 kW qui peut éclairer un grand espace sans être obligé d'en mettre plusieurs. Esdras Orugira, directeur de planification à la société en charge de la fabrication du transport d'énergie, IDCL, affilié à la société rwandaise d'énergie REG en sigle et en anglais, affirme qu'il y a un grand avantage à ce que le pays puisse posséder une telle unité d'assemblage de ces lampadaires. En comparant le budget d'investissement, nous savons que ces lampadaires et d'autres ont été exonérés, donc ne paient pas d'impôts, ce qui a réduit leur prix. Et nous avons également vu que grâce à la technologie utilisée par des compagnies d'électricité qui travaillent ici au Rwanda, elles sont capables de développer cette technologie avec cette capacité d'allumer et d'éteindre les lumières à volonté, et cela permettra de résoudre différents défis dans la gestion de cette source d'énergie. Nous pouvons déjà dire que ces procédés ont permis de réduire de moitié la consommation de cette énergie. Au cours des 9 premiers mois de cette année, environ 600 lampadaires supplémentaires ont été ajoutés et en mars de cette année, 2 400 000 kW avaient été utilisés pour éclairer toutes les routes du pays. Et toujours au même chapitre de technologie, dans plusieurs rapports, le Rwanda se classe régulièrement parmi les meilleurs pays en matière de progrès technologique, en particulier dans le domaine de la programmation informatique. Le pays de 1000 collines figure parmi les 17 pays qui comptent le plus de grands nombre de programmeurs informatiques compétents sur le continent africain. Et en ce qui concerne la sous-région, la communauté est-africaine, le Rwanda occupe la 2e position en matière de codage. Les détails ici. Encore une fois, j'invite Nyelidandi Patrick. Récemment, les élèves de l'école New Generation Academy et ceux du collège Christ-Roi de Nyanza ont effectué des voyages aux États-Unis d'Amérique, afin de visiter différentes entreprises avancées dans le domaine technologique et aussi pour assister à diverses compétitions, comme certains parmi eux ont expliqué à Arabi. Notre projet a consisté à créer des designs représentant des immeubles modernes capables de résister aux intempéries, mais aussi des constructions destinées aux touristes. Certains parmi les encadreurs de ces jeunes lors de ces déplacements ont indiqué que ces genres de sorties sont d'une importance pour ces jeunes esprits car cela leur permet de se projeter dans l'avenir et ainsi mieux se familiariser avec les meilleurs dans le domaine. Les élèves ont pu visiter des grands groupes comme Microsoft, Tesla, Apple et bien d'autres.
Dans les écoles qui ont participé à ces compétitions, il y avait des écoles primaires. Même là où nous avons visité, il y avait aussi des écoles primaires. Nous sommes arrivés à la conclusion que nos élèves, s'ils sont confrontés à ces jeunes, à ces niveaux élevés des technologies, ils peuvent faire de merveilles, car ils ont du talent. L'entrepreneur Jean-Claude Tuisenge affirme qu'en collaboration avec le ministère des Technologies et de l'Innovation et l'agence de coopération allemande internationale GIZ, l'école a reçu un laboratoire moderne et des appareils d'une valeur de plus de 100 millions de francs rwandais qui les aideront à moderniser leurs projets. Cette opportunité offerte aux enfants va leur permettre de faire de merveilles. Ces robots qu'ils étaient capables de fabriquer. Les pièces détachées venaient de la Chine et d'ailleurs. Avec de la détermination, nous serons aussi capables d'en fabriquer jusqu'à 80-90% chez nous. Cela démontre que le pays a massivement investi dans le domaine. Une étude menée en 2023 a montré que si le Rwanda investissait 77 millions de dollars américains supplémentaires dans la technologie, il récolterait plus de 500 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 6% du budget national par an. Victor Mouvouni, responsable en charge des technologies émergentes au ministère des Technologies et de l'Innovation, souligne que l'enseignement de ces technologies modernes dans les écoles constitue une grande amélioration et une grande planification pour l'avenir. La technologie actuelle, moderne et de l'avenir, nous pensons qu'elle aura un impact certain sur les affaires au Rwanda et va ainsi propulser les capacités des travailleurs, mais aussi ceux qui entrent dans la vie active. Avec plus de 690 000 programmateurs informatiques en Afrique, le Rwanda est classé parmi les 17 pays du continent qui développent le secteur technologique en fonction du nombre de développeurs dont il dispose et de la population de ce pays, y compris le Rwanda. Le Rwanda occupe également la deuxième place après le Kenya au sein de la communauté d'Afrique de l'Est en termes de pays ayant investi dans l'infrastructure technologique, notamment en développant la cybersécurité et en tant que pays améliorant la connaissance des nouvelles technologies. Voilà tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Et à mon nom propre, je vous dis grand merci et je vous invite de rester bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.